Alors, avant de me présenter, je vais faire quelque chose de plus important, c'est réagir à ce mot mode, qui me rend mais hystérique. Juste, je vais vous péter le moral d'entrée, vous êtes une quarantaine, il y en a 4 d'entre vous qui vont faire un burn-out. Donc je veux bien que ça soit une mode, il n'y a qu'en France où on considère que c'est une mode. On a un seul pays au monde qui est pire que nous, un seul, c'est le Japon. La bienveillance pour plein de pays, parce que moi j'associe, enfin si on oppose bienveillance à quelque chose, c'est la malveillance. La malveillance, ça mène à quoi? Ça peut mener au burn-out, ça mène à tous les harcèlements possibles et imaginables. Il n'y a qu'en France où on se pose cette putain de question. C'est quand même dingue. Il n'y a qu'en France où le présentéisme, c'est super chouette. Où on se dit, non mais, si on reste à 19h, on trouve ça super chouette et t'es engagé. Il y a un chiffre qui est sorti l'année dernière. Un salarié français... Un tout petit peu plus près. Un salarié... Oh oui, c'est bien comme ça. Barry White est là. Bonsoir. Pardonne-nous. Let the music, Léon. Donc c'est après, par contre, qu'il se déshabille. Il y a toujours une étape, Ouais, comme ça, toujours. patienter. Et je ne sais plus ce que je racontais. Présentéisme. Le présentéisme. Pour ceux qui suivent. Et donc il y a un chiffre qui est sorti. Eh bravo, chapeau. Oui, mais allez, s'il y a de chaud, c'est normal. Il y a un chiffre qui est sorti l'année dernière. Vous savez combien de temps un salarié français passe par jour au travail sur ses réseaux sociaux perso? À votre avis, perso, hein? 3 heures. Non, faut pas déconner non plus. Quand même. Moi si. Non, c'est 1 heure. 1 heure. Imaginez, on gratte 1 heure pour rentrer chez nous, faire du sport, voir nos enfants, faire le ménage, enfin des trucs sympas. Quoi. Bon, enfin, bref, je ferme la parenthèse sur la notion de mode, qui est un truc moi, qui me rend mais hystérique. Il n'y a qu'en France où on pense que c'est une mode. Donc, Mais c'est bienveillant ça d'être hystérique? Ah ouais, moi je suis bienveillant hystérique. D'accord, c'est un nouveau... Alors je me présente rapidement, donc je suis Gaël Châtelain. J'ai passé 20 ans dans des grands groupes médias, TF1, Canal, Énergie. Toutes nos condoléances. Des boîtes plus ou moins bienveillantes d'ailleurs. Et à un moment, j'ai toujours eu plein de métiers en même temps. Ça va de compositeur à... oui, oh là. Tu m'as pas dit tout ça. Non, mais je ne dis pas tout. Et ça fait quelques années maintenant que je donne des conférences autour du management, autour du changement. J'ai écrit un bouquin, le dernier, enfin plusieurs bouquins, mais le dernier c'est Mon boss c'est nul mais je le soigne chez Hachette. 6,90 € à la Fnac. Fais pas de pub, hein. T'inquiète pas, je le fais que 10 fois. Et ce sont des sujets que je trouve fascinants parce que je l'ai vu en tant que manager. Et je lis la bienveillance à une attente qui était présente chez beaucoup de collaborateurs qui me disaient, alors désolé pour ceux qui ont vu une conférence déjà, non mais je la fais toujours celle-là parce que je l'adore. Est-ce qu'il y en a ici qui croient, parce que ces collaborateurs venaient me voir et me disaient comment on fait pour trouver le bonheur au travail? Il y en a qui croient que bonheur et travail peuvent être 2 mots collés ou pas dans cette salle. Levez la main ceux qui pensent que ces 2 mots peuvent être associés. Bonheur et travail, bonheur au travail. D'accord? Attention à vous, ça va pas bien se passer. Vous êtes une bande de psychopathes. Et ça, faut arrêter. Faut arrêter avec ce fantasme du bonheur au travail. Explication très rapide. L'étymologie du mot travail, c'est tripalium. En latin, c'est un outil que les Romains utilisaient pour torturer les esclaves qui bossaient pas bien. Logique. Dans notre... Et si on... Ça Mais, tout à fait. Alors, il y a des femmes dans l'assistance. On a un truc tous en commun. On est tous nés dans une salle de travail. La femme qui se lève là tout de suite pour me dire mon accouchement, ça a été un bonheur, pas le résultat, l'accouchement. Elle se lève tout de suite. Non, il y a la péridurale maintenant. Oui, maintenant. Voilà, tu vas te mettre à dos toutes les femmes. Mesdames, Voilà. Alors moi je suis debout, mais ça veut pas dire Pas que le ça s'est bien résultat. passé. Pas le résultat. Les contractions, moi, une meuf qui me dit les contractions, ça a été un bonheur. Non, mais le travail en tant que tel. Et c'est à tel point. Alors attendez, concentrons-nous sur ce que Gaël dit, parce que... Non, pas terrain glissant, parce que la culture judéo-chrétienne, si on regarde ça, j'ai creusé. Voilà. La première fois que ça apparaît dans la littérature, c'est dans la Bible. Pour punir Ève, Dieu lui a dit tu vas accoucher dans la douleur. Mais ça va plus loin. En 1484, on a un pape, Innocent VIII, le bien nommé, qui devait relire sa Bible. Moi, je l'imagine comme ça, qui voit tu accoucheras dans la douleur. Or, les Grecs étaient plus malins. Ils avaient dit le travail de l'accouchement, il doit y avoir du bien-être. Et ils ont inventé un formidable métier, qui était le métier de ma maman, sage-femme. Et bien Innocent VIII, à 1484, il relit sa Bible, il se dit ça, c'est contre la volonté de Dieu, brûlons les sages-femmes. En France, la notion de bien-être au travail est quelque chose qui n'est pas dans notre culture. Alors maintenant, le travail de l'accouchement, il y a les péridurales et compagnie, et je suis convaincu, profondément, que la bienveillance fait partie du bien-être au travail, et c'est l'idée de comment on se fait nos petites péridurales au quotidien, individuellement. Parce que le bien-être au travail... Tu rêves d'être enceinte, avoue-le. Aussi, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps.
Il y a une vidéo, alors il faudrait que je vous l'envoie, une vidéo très drôle. Il y a un outil qui permet à un homme de connaître les douleurs de l'accouchement. Et cette vidéo est juste extraordinaire. À donner à tous les futurs pères. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une responsabilité individuelle et on ne peut pas compter sur le collectif sur ce genre de choses. On ne peut pas compter que sur le collectif. Mais dans nos vies perso, c'est ce qu'on fait en permanence. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont séparés d'un compagnon ou d'une compagne un jour. Quand on se sépare, on a toujours tendance à dire c'est la faute de l'autre, en premier. Et bien au travail, c'est la même chose. Quand on ne va pas bien, on dit c'est forcément la faute de ma boîte, la faute de mon manager, la faute de mon équipe où il n'y a que des tanches. Enfin, toutes ces choses-là. C'est pas faux, peut-être, parfois. Alors moi, maintenant, je travaille tout seul, donc je suis plus tranquille. Ça veut pas dire que t'as pas de tanches. Mais par exemple, je suis marqué, on parle beaucoup de déconnexion au travail. Et toute la problématique du bien-être, je pense, et de la bienveillance, c'est de donner des opportunités de déconnecter. Et la déconnexion, il y a un truc absolument horrible qui s'appelle le smartphone, où on est connecté en permanence et on reçoit des mails. Et j'ai beaucoup de managers qui viennent me voir en me disant « Non, mais moi je fais des mails le week-end, le soir, pendant les vacances, mais j'ai bien précisé à mon équipe qu'ils n'ont pas besoin de répondre. » Et en fait, faites un test, vous envoyez un mail à 5 personnes un week-end. Il y a toujours un faillot qui répond. Et le problème, c'est pas le faillot, c'est les 4 qui déconnectent vraiment, qui le lundi vont se sentir super mal en se disant « Merde, l'autre il est plus impliqué que moi. » Donc il y a une responsabilité individuelle du manager et j'essaye de faire passer ces messages. Tu me stoppes quand j'ai passé mon quota. Non, mais par contre j'aimerais bien que tu reviennes un tout petit peu sur vraiment la différenciation que tu fais entre le bonheur et le bien-être. Parce qu'en réalité, on aspire tous au bonheur, donc c'est une quête, c'est un chemin. Donc en tant que chemin, il est logique. Toi, ce que tu dis, c'est que l'état de bonheur n'existe pas. Toi, tu as répondu à la question. Parce qu'en fait, le problème du bonheur, c'est comme dans nos vies perso, c'est une quête. Le bien-être, c'est un état. D'accord. C'est quelque chose qu'on a, on et est bien. Et quand on met le truc à l'envers, on se plante, c'est ça que tu dis en fait. Quand on met le bonheur comme un état, finalement ça génère de la frustration puisqu'on ne l'atteint jamais. Moi je pense pas que le bonheur puisse être un état. Le bonheur est une quête et c'est la nature humaine, c'est l'herbe est toujours plus verte à côté. Si on a une augmentation, on va se dire tiens ça serait sympa que j'en ai un peu plus. Si on a un nouveau boulot, on va se lasser au bout de certain temps, on va vouloir changer. Alors que le bien-être, le côté, on peut déconnecter, le côté, notre manager et notre entreprise met des conditions de travail qui sont agréables, ça c'est un état très concret. Et je reboucle sur la notion de mode, sur 2 éléments qui sont hyper intéressants. Je pense que les années 80 ont été un drame pour le bonheur au travail. Alors déjà, pour les plus vieux d'entre eux, j'en vois quelques-uns qui ont des poils blancs dans la barbe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, il y avait Bernard Tapie qui avait un prime time sur TF1 qui s'appelait Réussir. On parlait du monde de l'entreprise à la télé. L'argent a été mis au-dessus de tout. De tout. Vraiment. Pas qu'à la télé. Oui, absolument partout dans la société. On est devenu une société boursière. Alors, c'est pas un discours politique que je vais vous tenir. Si, on a dit que tu étais engagé. Non, du tout, vraiment. Il n'y a rien de politique. J'engage tous ceux que ça intéresse, qui pensent qu'une entreprise, c'est forcément ça, à relire l'origine du capitalisme. 2 personnes, Adam Smith et Ricardo. Donc des mecs qui remontent quand même à quelques siècles. La définition d'un patron pour Adam Smith, qui a théorisé au même titre que Marx a théorisé le communisme, Adam Smith fait partie des grands théoriciens du capitalisme. Ce qu'il disait d'un patron, un patron doit bien traiter ses salariés, bien les payer, bien les soigner, et surtout payer l'éducation des enfants de ses ouvriers. C'est-à-dire qu'il y avait une responsabilité sociétale qui incombait à l'entreprise. Non, c'est super cynique. C'est vraiment cynique, parce que ce qu'il disait, c'est si les enfants sont bien éduqués, je vais pouvoir les recruter après. Si mon salarié est en bonne santé, il va pouvoir travailler plus souvent. Mais la bienveillance en entreprise et le bien-être, et c'est vraiment quelque chose qui change en France, et je le vois pour passer... parce que j'ai oublié de vous dire, je donne beaucoup de conférences dans des grands groupes, et il y a vraiment un changement de paradigme qui arrive depuis 2 ans. En fait, ça tombe bien qu'on soit chez Orange, parce que le début de la réflexion sur le bien-être au travail, c'est chez France Télécom que ça a commencé, avec la vague de suicides. Et Renault. 2008. Et Renault. Et Renault. Enfin, France Télécom, elle était en... Enfin bon, peu importe. Mais autour de 2008, mais il y a eu une vraie prise de conscience. Mais ces politiques QVT ont été mises en place avant tout pour se dire « Merde, pour l'image de ma boîte, je ne peux pas me permettre d'avoir des suicides chez moi ». Et là, depuis 2 ans, je vois une tendance qui est très forte, parce qu'il commence à y avoir vraiment des datas où on voit la bienveillance et le bien-être au travail, c'est source de rentabilité. Le MIT à Harvard ont fait une étude, une entreprise où le bien-être est présent, réduit son absentisme de 31%. Quand vous savez que le nombre de jours d'absence d'un salarié français par an, c'est 16,6 jours, ça laisse quand même rêveur.
l'impact économique que ça peut avoir. Et donc des patrons qui pouvaient être réticents commencent à se dire, tiens, c'est peut-être pas idiot, je vais peut-être pouvoir développer la créativité, réduire l'absentisme, mais surtout, et là je vois avec beaucoup de grands groupes, ils n'ont pas le choix. Pour une seule raison, c'est moi, je fais partie de la génération X. Donc je suis la première génération où dans les années 80, on m'a pipoté, c'est tu fais une classe prépa, tu vas faire une grande école de commerce et tu seras PDG à 35 ans et tout ira bien parce que les salauds de vieux, ils vont partir à la retraite très vite. Je suis la première génération, il y en a 2-3 la génération, et je suis sûr que vous avez des proches qui ont connu le chômage, qui se font taire. 70, 80 ans, c'est ça? Ouais, 60, 80 ans, c'est ça, je t'emmerde. Ça, c'est bienveillant. Mais moi, j'ai été élevé par des parents, comme certains d'entre nous, qui étaient issus des 30 Glorieuses, où l'économie allait bien, où si le boulot, ça allait saouler, ils changeaient. Nos enfants, il n'y en a pas un seul, pas un, qui n'ait pas, dans son enfance, connu un proche qui était au chômage. L'entreprise n'est pas un endroit sympa pour eux. L'équilibre vie privée, vie professionnelle est centrale.